Je m'appelle Mira. J'ai 34 ans et je suis comptable public certifié, ce qui signifie que je passe mes journées à traquer des chiffres qui ne tombent pas juste. Le jour de l'anniversaire de ma fille, qui fêtait ses 8 ans, j'en ai trouvé un brodé sur le col d'une robe rose. Mes parents l'avaient envoyé. Ils n'étaient pas venus à la fête. Lily a sorti la robe de la boîte et son visage s'est illuminé pendant exactement 3 secondes. Puis elle s'est figée. Ses petits doigts ont suivi la broderie sur le col et elle a levé les yeux vers moi. « C'est quoi, ça, maman ?» J'ai pris la robe. Mes mains tremblaient avant même que j'aie fini de lire. Le nom brodé n'était pas le sien. Je n'ai pas pleuré. Je suis allé à mon ordinateur et j'ai commencé à sortir les relevés bancaires. Ce que j'ai découvert derrière une porte au bout du couloir de mes parents, je ne l'oublierai jamais. Le lendemain matin, ils appelaient sans arrêt. Ils n'avaient aucune idée que la robe n'était que la plus petite chose que j'allais trouver. Bienvenue sur Calm Drama Stories, où nous nous asseyons avec les trahisons silencieuses que les familles ne disent jamais à voix haute, et les femmes qui finissent par les réparer. Laissez un commentaire, dites-moi d'où vous nous écoutez. Et n'oubliez pas de vous abonner. Le matin de l'anniversaire de Lily a commencé comme tous les jours importants dans ma famille, moi qui m'occupais de tout. J'étais debout depuis 5 heures. Des guirlandes pendaient du plafond de la cuisine. Un gâteau était au frais, décoré de papillons parce que Lily était obsédée par les monarques depuis le printemps. Daniel, mon mari, avait organisé une chasse au trésor dans le jardin, en cachant des indices dans des bocaux en verre, et notre fille sautait déjà partout sur les meubles à 7 heures du matin. Cela aurait dû être simple, 8 ans, gâteau, amis, cadeaux, coucher. Mais mes parents avaient appelé la semaine précédente pour dire qu'ils ne viendraient pas. Ma mère, Carole, avait expliqué que mon père, Roger, avait un suivi cardiologique qui ne pouvait pas être déplacé. Elle l'avait dit 2 fois, ce qui m'a fait comprendre qu'elle avait répété. Je n'ai pas insisté. Je ne le faisais jamais. J'étais la fille qui s'adaptait, qui couvrait, qui décrochait le téléphone et disait, bien sûr, avant même que l'autre personne ait fini sa phrase. Ce n'est pas un trait de personnalité. C'est une compétence que l'on développe quand on grandit dans une maison où un enfant obtient tout ce qu'il veut et l'autre obtient les restes accompagnés d'un discours sur la gratitude. J'ai dit à Lily que mamie et papy avaient envoyé un paquet spécial à la place. Ses yeux se sont agrandis. Elle avait toujours adoré leurs cadeaux, non pas parce qu'ils étaient chers, mais parce qu'elle croyait qu'ils les avaient choisis spécialement pour elle. Moi aussi, je l'avais cru autrefois. Le colis est arrivé par UPS vers midi. Carton blanc, écriture de ma mère sur l'étiquette d'expédition, un morceau de papier de soie rose dépassant de la couture. Je l'ai posé sur la table des cadeaux, entre une pile de livres de coloriage et une chouette en peluche offerte par la mère de Daniel. Puis je suis retourné glacer les cupcakes. Je n'avais aucune idée qu'un travail de broderie à 9 € allait fissurer 3 années de mensonges. Je devrais vous dire qui je suis en dehors des anniversaires, parce que cela compte plus tard. Je suis comptable dans un cabinet de taille moyenne en Virginie. Je m'occupe d'audit, ce qui signifie que je lis les finances des autres pour gagner ma vie et que je repère les choses qu'ils espéraient que personne ne remarquerait. Je suis doué pour ça. Je suis doué parce que j'ai appris très tôt que rien dans ma maison n'était gratuit. Du moins pas pour moi. En grandissant, ma sœur Émilie obtenait ce qu'elle voulait en demandant. Moi, j'obtenais ce dont j'avais besoin en présentant un dossier. Je n'exagère pas. À 14 ans, quand j'ai eu besoin de nouvelles chaussures de foot, ma mère m'a fait écrire pourquoi je les méritais. 3 paragraphes recto verso sur une page de cahier. Elle l'a lu à la table de la cuisine, a barré une ligne sur le trou dans la pointe de mon ancienne paire et m'a dit qu'elle y réfléchirait. Émilie a eu un nouveau téléphone la même semaine. Aucun essai requis. J'ai arrêté de demander au bout d'un moment. J'ai trouvé un travail de plongeuse à 15 ans et j'ai ouvert mon propre compte courant à 16 ans. Puis j'ai fait le community college, ensuite des cours du soir pour obtenir mon diplôme de comptable tout en travaillant à plein temps dans un bureau de préparation de déclaration fiscale qui sentait le désodorisant pour moquette et le café brûlé. Chaque euro que j'ai gagné, je l'ai gagné sans aide. Quelque part en chemin, j'ai cessé de voir cela comme une injustice et j'ai commencé à le considérer comme la preuve que je pouvais survivre à tout. Le problème avec ce genre de preuve, c'est qu'on la porte partout. On devient la personne qui répare, celle qui envoie de l'argent quand les choses se compliquent, celle qui arrive avec des solutions pendant que les autres arrivent avec des opinions. Je pensais que c'était de l'amour. Être indispensable.
Je pensais qu'être utile et être valorisé étaient la même chose. Il a fallu une robe rose avec le nom d'une autre personne dessus pour m'apprendre qu'elles ne sont même pas proches. Émilie avait 3 ans de plus que moi et, aux yeux de mes parents, le soleil se levait parce qu'elle lui souriait. Elle avait cette confiance qui remplissait une pièce. Un rire fort, de grands projets, toujours au centre de l'histoire qu'on racontait à table. Ma mère l'adorait d'une façon presque physique, comme si Émilie était une extension de son propre corps. Elle s'habillait pareil quand Émilie était petite. Elles murmuraient ensemble dans la cuisine. Elles avaient des rituels auxquels je n'étais jamais invité. Je ne dis pas cela avec amertume. Je le dis parce que vous devez comprendre l'architecture de ma famille avant que je vous montre où se trouvent les fissures. Mon père, Roger, était plus silencieux, un électricien à la retraite avec un cœur fragile et l'habitude de regarder depuis son fauteuil sans commenter. Il nous aimait toutes les deux, je pense, mais il aimait Carole plus qu'il n'aimait être juste. Alors il suivait. La seule personne qui voyait clairement était ma grand-mère, Ruth. La mère de ma mère, 86 ans maintenant, vive comme un coupe-papier. Elle habitait à 15 minutes et, à chaque visite, elle trouvait une raison de s'asseoir seule avec moi. « Tu es la forte », me disait-elle un jour en épluchant des pommes à son comptoir. « C'est pour ça qu'il s'appuie sur toi et oublie de dire merci. » J'avais 12 ans. Je ne savais pas quoi faire de cela. Alors j'ai haussé les épaules et j'ai mangé la pomme. Mais je m'en suis souvenu. Il y a encore une chose à propos de notre maison. Au bout du couloir à l'étage, après la salle de bain et le placard à linge, il y avait une porte qui restait fermée. L'ancienne chambre d'Émilie. Après son départ, ma mère l'avait laissée exactement comme elle était. Des posters au mur, une couette lavande, des albums de fin d'année empilés sur le bureau. Personne n'en parlait. Personne ne l'ouvrait. Elle était simplement là. Comme une dent qu'on ne peut pas s'empêcher de toucher avec la langue. Émilie n'est pas simplement partie. Elle a tout fait exploser. Pendant la majeure partie de ses 20 ans, elle a enchaîné les petits amis, les idées d'entreprise et l'argent emprunté. Elle appelait mes parents à 2 heures du matin pour demander un virement. Elle arrivait à Thanksgiving avec un nouvel homme et un nouveau projet, et repartait avant que la vaisselle ne soit faite. Les projets échouaient toujours. Les hommes disparaissaient toujours. L'argent ne revenait jamais. À 33 ans, elle avait épuisé la carte de crédit de mes parents, pris un prêt de 15 000 € sur leur fonds de retraite et convaincu mon père de co-signer un bail pour un appartement qu'elle avait abandonné 4 mois plus tard. Puis, il y a 3 ans, presque jour pour jour, elle a disparu. Pas d'appel, pas d'adresse de réexpédition, juste un texto à ma mère, j'ai besoin d'espace. Ne me cherche pas, Carole était dévastée. Elle m'a appelé 6 fois ce premier jour. Elle a appelé la police qui a répondu, une femme de 34 ans qui part volontairement n'est pas une personne disparue. Elle a appelé le dernier petit ami d'Émilie, qui a raccroché. Elle est restée assise dans la chambre d'Émilie pendant 3 heures, la porte fermée. Mon père se tenait dans le couloir, la main sur la poignée, sans entrer. Et voici la chose qui aurait dû tout me dire, ils n'ont jamais blâmé Émilie. Pas une seule fois. Ni pour la carte de crédit, ni pour l'argent de la retraite, ni pour la disparition. Dans la version de mes parents, Émilie était une victime de la malchance, de mauvais hommes, d'un monde qui ne la comprenait pas. Elle est juste perdue, disait ma mère en appuyant sa paume à plat sur la table de la cuisine comme pour retenir quelque chose. Elle retrouvera son chemin. Je voulais la croire. J'ai envoyé de l'argent tous les mois après cela. Pour le cœur de papa, pour la maison. Je n'ai jamais demandé où il allait. C'était mon erreur. Voici comment l'arrangement fonctionnait. Après la disparition d'Émilie et l'effondrement financier de mes parents, j'ai mis en place des paiements automatiques. 1 200 € par mois pour leur hypothèque. 400 € pour l'assurance santé complémentaire de Roger parce que Medicare ne couvrait pas le cardiologue dont il avait besoin. Encore 110 € pour le forfait téléphone familial. Leurs 2 lignes plus la mienne groupée. Et tous les quelques mois, Carole appelait pour quelque chose en plus, un chauffe-eau, une facture de taxe foncière. Il n'avait pas budgété pour une visite aux urgences après une crise de Roger. Je n'ai jamais dit non. J'ouvrais mon tableur, j'ajustais le budget que Daniel et moi gardions sur le frigo, et j'envoyais ce qu'elle demandait. « Chérie, le cœur de ton père ne peut pas attendre, » disait-elle, sa voix descendant dans ce registre doux et cassé qu'elle réservait quand elle avait besoin de quelque chose. « Tu es la seule sur qui on peut compter.
Je la croyais. Ou peut-être que je choisissais de la croire parce que l'alternative que je versais de l'argent dans quelque chose que je ne comprenais pas était trop laide à envisager. Daniel ne se plaignait jamais, mais il posait des questions auxquelles je ne voulais pas répondre. L'assurance de ton père devrait couvrir la plupart des frais cardiaques, disait-il une fois en faisant défiler un site web de prestataire sur son téléphone. Ils ont un plan secondaire ou quelque chose? C'est compliqué, lui répondais-je. Il me regardait longuement, puis posait le téléphone. D'accord. Ce n'était pas d'accord. Il le savait. Je le savais. Mais admettre que les chiffres ne tombaient pas juste aurait signifié faire la seule chose que j'avais évité toute ma vie, remettre en question si ma mère me disait la vérité. Je suis comptable. Je réconcilie les livres des autres pour gagner ma vie. Je ne pouvais pas me résoudre à ouvrir le grand livre de ma propre famille. Pas encore. Lily est la raison pour laquelle je l'ai finalement ouvert. Ma fille a 8 ans, elle est plus grande que la plupart des enfants de sa classe et c'est le genre d'enfant qui lit des guides de terrain pour le plaisir. Elle collectionne les pierres. Elle les étiquette avec du ruban adhésif et les range dans une boîte à œufs sous son lit. Elle a passé une fois 45 minutes à expliquer la différence entre rochinier et sédimentaire à une caissière de Target qui n'avait rien demandé. Elle est la meilleure chose que j'ai jamais faite et elle est la chose pour laquelle je brûlerais tout pour la protéger. Ce qui m'inquiétait chez mes parents n'était rien de dramatique. C'était petit. C'était la façon dont ma mère commençait à dire des choses, elle me rappelle tellement Émilie au même âge. Émilie tenait sa fourchette comme ça. Regarde ses yeux. Pure Émilie. Les premières fois, je laissais passer. Les enfants sont comparés à des membres de la famille. C'est normal. Mais cela continuait. À chaque visite, Carole trouvait une nouvelle façon de projeter Émilie sur ma fille. Elle a acheté à Lily une couverture lavande, la même teinte que la couette dans la chambre d'Émilie. Elle a inscrit Lily à un cours de peinture pour enfants sans me demander parce qu'Émilie adorait peindre. Quand je suis venu chercher Lily chez eux un dimanche, ses cheveux étaient en de tresses françaises, un style que ma mère faisait pour Émilie chaque matin d'école. Mamie m'a coiffé comme sa petite fille spéciale, m'a dit Lily en montant dans le siège auto. J'ai serré le volant et je n'ai rien dit. La porte au bout du couloir, je l'ai remarquée entr'ouverte la dernière fois que je suis passé. Juste 1 centimètre, juste assez pour voir la couette lavande, intacte, mais la lumière du placard était allumée. Quelqu'un était entré récemment. J'ai roulé jusqu'à chez moi et je me suis dit que cela ne signifiait rien. La fête s'est terminée vers 16 heures. Les amis d'école de Lily étaient repartis. Le jardin était jonché de ballons éclatés et de briques de jus, et Daniel rinçait le gâteau sur la table de la terrasse. Lily était assise par terre dans le salon, entourée de papiers cadeaux, déjà en train de trier ses cadeaux par catégorie, livres, fournitures d'art, choses à montrer à sa maîtresse. « Je peux ouvrir celui de mamie maintenant ?» a-t-elle demandé en tendant la main vers la boîte blanche. « Vas-y, ma chérie. » Elle a déchiré le papier de soie. À l'intérieur se trouvait une robe, coton rose, col Claudine et petits boutons de nacre sur le devant. Lily l'a tenue devant elle et a souri. Elle est tellement jolie. Elle l'a pressée contre sa poitrine et a tourné sur elle-même. Puis elle s'est arrêtée. Elle a retourné le col, passant son pouce sur la broderie à l'intérieur. « C'est quoi, ça, maman ?» J'ai traversé la pièce. J'ai pris le col entre mes doigts et j'ai lu le nom. Émilie, pas Lily. Émilie, brodée sur une robe toute neuve à la taille d'une enfant de 8 ans envoyée par mes parents pour l'anniversaire de ma fille. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai gardé mon visage impassible. Lily me regardait avec cette expression que les enfants ont quand ils sentent que quelque chose ne va pas mais ne savent pas encore le nommer. « C'est le nom d'une autre fille ?» a-t-elle demandé. « C'est une erreur, ma chérie », ai-je réussi à dire. Mamie a probablement confondu la commande. Elle a hoché la tête, satisfaite, et est retournée à ses livres. J'ai plié la robe et l'ai posée sur le comptoir. Puis j'ai vu la carte glisser au fond de la boîte. L'écriture de ma mère, bouclée et délibérée, pour notre petite Émilie, avec tout notre amour, mamie et papy. Notre petite Émilie. Daniel est entré de la terrasse, a vu mon visage et a posé le tuyau d'arrosage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tendu la carte. Il l'a lue 2 fois. Aucun de nous n'a dit un mot. Cette nuit-là, après que Lily se soit endormie et que Daniel lise au lit,
je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur ouvert et la robe pliée à côté de moi. J'ai tapé un message à ma mère. Court, mesuré, le genre de texto qu'envoie une comptable quand elle n'est pas encore prête à accuser, mais qu'elle a besoin d'enregistrer le numéro. Maman, pourquoi la robe de Lily porte le nom d'Émilie? J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé le téléphone face contre le comptoir. Puis je suis allé me coucher. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je voyais sans cesse l'écriture cursive sur le col. Soigné, intentionnel, payé. Ce n'était pas une erreur d'entrepôt. Quelqu'un avait passé une commande. Quelqu'un avait tapé « Émilie » dans un champ de personnalisation et avait cliqué sur « Confirmer ». À 6 heures du matin, mon téléphone comptait 11 appels manqués. 6 de ma mère, 5 depuis la ligne de mon père, ce qui signifiait que ma mère utilisait son téléphone après que le sien soit passé sur messagerie. Je les ai laissés sonner. C'était nouveau pour moi. Toute ma vie j'avais décroché à la deuxième sonnerie. Carole m'avait entraîné à être disponible comme on dresse un chien à s'asseoir, par répétition et la menace silencieuse de la déception. Ne pas répondre ressemblait à retenir son souffle sous l'eau. Inconfortable, déstabilisant, mais clarifiant. À 7 heures, un texto est arrivé de Carole, « Mira, s'il te plaît t'appelle. Ce n'est pas ce que tu crois. On peut t'expliquer. » Je l'ai lu en versant les céréales de Lily. Daniel a regardé par-dessus mon épaule, a lu l'écran et s'est servi un café sans commentaire. Il avait passé 10 ans à me regarder tout lâcher quand mes parents appelaient. Le fait que je reste assise, que je mange du pain grillé en laissant le téléphone vibrer sur le comptoir, il savait que quelque chose avait changé. Il n'a pas insisté. Il s'est contenté de poser une seconde tasse devant moi et de s'asseoir. J'ai décidé que je n'allais pas rappeler. J'allais y aller et je n'allais pas leur dire que je venais. Ma mère a appelé à nouveau à 8h15 pendant que j'attachais Lily dans la voiture pour le camp de jour. J'ai décroché cette fois, non pas parce que j'étais prête, mais parce que j'avais besoin d'entendre quelle version de la vérité elle avait construite pendant la nuit. Ma chérie, Dieu merci. La voix de Carole était au perché, soulagée, déjà en train de diriger la conversation vers un atterrissage qu'elle avait répété. J'ai eu ton texto. Chérie, c'est juste un nom qu'on a toujours aimé. Ton père et moi pensions que ce serait mignon. Un nom de famille, tu sais, comme une tradition. Émilie n'est pas un nom de famille, maman. C'est le nom d'une personne. D'une personne précise. Silence, puis, eh bien, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire je veux dire, on n'essayait pas de vous avez fait broder le nom de ma sœur sur une robe et vous l'avez envoyé à ma fille de 8 ans. Elle s'est recalibrée. Je l'entendais, la respiration, la légère pause avant que le nouvel angle s'enclenche. Tu lis trop de choses dans tout ça, Mira. Tu fais toujours ça. Tu prends quelque chose de simple et tu en fais une enquête complète. Ce mot, enquête. Je l'ai noté. Ton père a besoin qu'on aille chercher son renouvellement de médicaments, au fait, a-t-elle ajouté en changeant de vitesse comme elle le faisait toujours quand une conversation se rapprochait trop de quelque chose de réel. La pharmacie sur la route 9. Tu pourrais? Je m'en occupe, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je suis resté dans l'allée 1 minute. Lily chantait sur la banquette arrière, donnant des coups de sandales contre le siège auto. Carole avait fait quelque chose d'intéressant pendant cet appel. Elle avait utilisé le présent, un nom qu'on a toujours aimé. Pas, qu'on aimait. Et elle avait dit, Émilie est toujours la plus belle en rose. Pas, était. Comme si Émilie était encore là. Comme si elle avait encore 8 ans et attendait une robe. 3 jours plus tard, l'appel pour l'argent est arrivé. Il arrivait toujours. Roger avait un rendez-vous de suivi, a dit Carole. Et le spécialiste voulait des examens supplémentaires, un échocardiogramme, peut-être un test d'effort. Le ticket modérateur seul est de 400 €, m'a-t-elle dit, sa voix fine et fatiguée. Et tu sais que ton père ne demandera pas. Je sais qu'il ne le fera pas, ai-je répondu, parce que c'est toujours toi qui le fais. Elle a ignoré cela. Elle avait développé une sorte de surdité sélective au fil des ans. Tout ce qui ressemblait à une résistance ne s'enregistrait tout simplement pas. Je lui ai dit que je regarderais et j'ai raccroché. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a 2 ans. J'ai ouvert le portail de l'assurance. Le plan complémentaire que je payais, celui que je finançais à 400 € par mois depuis le premier épisode cardiaque de Roger,
couvrait les visites chez le spécialiste à 90% après la franchise, qui avait déjà été atteinte en janvier. Le ticket modérateur pour un échocardiogramme sous ce plan était de 42 €, pas 4 cents. 42. Je suis resté assise à mon bureau et j'ai fixé l'écran. Le calcul était simple, et c'est ce qui le rendait laid. Si l'assurance couvrait la majeure partie du traitement de Roger et que j'envoyais aux 6 200 € par mois pour l'hypothèque, et que Carole continuait à demander des extras tous les quelques mois, où allait le reste de l'argent? J'ai ouvert un tableur, nouveau fichier, cellule vide, le curseur clignotant en a un. Au cours des 12 derniers mois seulement, j'avais envoyé à mes parents un peu plus de 23 000 € en plus de l'hypothèque et de l'assurance automatique. Carole avait attribué chaque euro à la santé de Roger, aux réparations de la maison ou aux taxes foncières. J'ai consulté les registres fiscaux du comté en ligne, payé en totalité, à temps, pour les 3 dernières années. L'argent allait quelque part, juste pas là où elle le disait. Si vous avez déjà été la personne qui maintient silencieusement toute une famille debout et que vous avez commencé à vous demander où tout cela va vraiment, vous connaissez déjà ce sentiment. Ce n'est pas de la colère au début. C'est de l'arithmétique. Restez avec moi. Commentez. Je le vois. Et continuons. J'ai passé cette soirée à tout recouper. Relevé bancaire des 36 derniers mois. Confirmation de virement, historique des paiements automatiques pour l'hypothèque, l'assurance, le forfait téléphone. J'ai tout imprimé parce que je suis le genre de personne qui a besoin de papier. Daniel était assis en face de moi, en train d'assembler la nouvelle bibliothèque de Lily offerte pour son anniversaire, et il me regardait trier les pages en pile sans me demander ce que je faisais. Il poserait la question quand je serais prête. Il le faisait toujours. À 22 h, j'avais 3 colonnes. Colonne 1, l'argent que j'avais envoyé, détaillé par mois. Colonne 2, ce que Carole disait que c'était pour cœur, maison, dépenses courantes. Colonne 3, ce que je pouvais réellement vérifier. L'écart entre les colonnes 2 et 3 dépassait les 41 000 € sur 3 ans. 41 000 € que je ne pouvais pas justifier. Ce n'était pas dans l'hypothèque. Ce n'était pas dans les remboursements médicaux. Ce n'était pas dans les registres de taxes foncières. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai pressé mes paumes contre mes yeux. Daniel a posé la clé à laine. À quel point c'est grave. 41 000 grave. Il n'a pas sifflé ni juré. Il a simplement hoché lentement la tête, comme un homme qui confirme quelque chose qu'il soupçonnait mais ne voulait jamais dire à voix haute. Tu dois y aller, a-t-il dit. Oui. Prends ton téléphone. Prends des photos de tout ce que tu trouves. Je sais. Et Mira, il a attendu que je le regarde. Vérifie cette chambre. Il parlait de celle au bout du couloir. Celle dont la porte était toujours fermée. J'ai roulé jusqu'à la maison de mes parents un mercredi. Je connaissais leur emploi du temps. Roger avait sa physiothérapie à 10 h et Carole le conduisait toujours parce qu'elle ne lui faisait pas confiance au volant depuis le dernier épisode. Il serait parti pour au moins 90 minutes. Je suis entré avec la clé de secours sous la grenouille en céramique près de la porte latérale. La même grenouille qui était là depuis mes 9 ans. La maison sentait le nettoyant au citron et quelque chose de rance en dessous. La façon dont les vieilles maisons sentent quand les fenêtres ne sont pas ouvertes assez souvent. Tout semblait pareil. Le fauteuil inclinable de Roger avec l'empreinte permanente. Le canevas de Carole au-dessus de la cheminée. La table de cuisine où j'avais écrit mon essai sur les chaussures de foot, toujours recouverte de la même nappe en vinyle. Je suis monté, j'ai passé la salle de bain, le placard à linge à la porte coincée, les photos scolaires encadrées celles d'Émilie grande et centrée, la mienne plus petite, glissée sur le côté. Et puis je me suis retrouvé au bout du couloir. La porte. Elle avait été fermée à chaque fois que j'étais venu ces 3 dernières années, parfois verrouillée. Une fois, quand Lily s'était dirigée vers elle pendant une visite à Thanksgiving, Carole l'avait interceptée si vite qu'elle avait presque fait tomber l'enfant. C'est la chambre privée de mamie, ma chérie. Privée. J'ai posé ma main sur la poignée. Elle a tourné. Pas de verrou cette fois. La porte s'est ouverte sur une moquette qui n'avait pas été aspirée depuis des semaines, et la couette lavande sur le lit était exactement comme dans mon souvenir, lissée, carrée, tendue comme à l'hôpital. Les albums de fin d'année étaient toujours sur le bureau. L'affiche d'un coucher de soleil sur la plage était toujours punaisée au-dessus du lit. Mais la porte du placard était ouverte et la lumière était allumée. Quelqu'un était entré récemment,
et il avait laissé les preuves bien en vue. Le placard était plein d'une façon qu'il n'avait pas été auparavant. Les anciens vêtements d'Émilie étaient poussés sur un côté, sweat à capuche du lycée, une robe de bal, et un sac de pressing. Et à leur place, empilés soigneusement sur le sol, se trouvaient 4 boîtes en carton. J'ai sorti la première. À l'intérieur, pliés dans du papier de soie, il y avait des vêtements d'enfants, petits, à la taille d'une fille entre 6 et 10 ans. Des robes, des cardigans, une paire de chaussures Mary-Jane encore dans leur boîte. Chaque article portait la même broderie sur le col ou l'étiquette « Émilie ». J'ai posé la première boîte et ouvert la seconde. Encore des vêtements. Une veste de pluie rose avec Émilie brodée dans la poche intérieure. Un set de rubans pour cheveux monogrammés. Une boîte à bijoux avec un petit bracelet gravé, EB, Émilie Brandt. Ce n'étaient pas des souvenirs de l'enfance d'Émilie. Les étiquettes étaient actuelles. Les tailles étaient actuelles. Quelqu'un avait acheté des vêtements d'enfant au nom d'Émilie dans des tailles qui allaient à une enfant de 8 ans, dans des tailles qui allaient à Lily. Mes genoux ont lâché et je me suis assise sur la moquette. La troisième boîte était différente. Pas de vêtements. À l'intérieur se trouvait un dossier en papier craft épais de documents. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé une pile de confirmations de virements imprimés sur du papier blanc ordinaire, chacune montrant un paiement du compte bancaire de mes parents vers un destinataire à Reno, Nevada. Le nom du bénéficiaire était Émilie Brandt. Les montants allaient de 3 cents à 800 €. Certains mois avaient 2 virements. Le reçu le plus ancien datait d'il y a 3 ans, 2 semaines après le texto « Ne me cherche pas » d'Émilie. Le plus récent datait du mois dernier. J'ai feuilleté. Chaque euro correspondait au calendrier des demandes de Carole. Chaque ticket modérateur que j'avais couvert, chaque chauffe-eau, chaque panique de taxes foncières. Au fond du dossier, agrafé au dernier reçu, il y avait une note manuscrite dans l'écriture cursive de ma mère, « Ne dis pas à Mira, elle ne comprendrait pas ». Je suis resté assise sur le sol du sanctuaire de ma sœur et j'ai fait les calculs. C'est ce que je fais. C'est la seule chose que je pouvais faire. 36 mois de virement, moyenne de 580 € par paiement, parfois 2 fois par mois. Le total, quand je l'ai calculé sur la calculatrice de mon téléphone avec la précision engourdie qui empêche les comptables de crier dans les parkings, dépassait les 38 000 €. 38 000 € des 41 000 que je ne pouvais pas justifier. L'écart s'est refermé avec un clic qui ressemblait à un os qui se brise. Mes parents n'avaient pas de difficulté. Le cœur de Roger était réel, mais les factures étaient couvertes parce que je les couvrais. La maison allait bien parce que je payais l'hypothèque. Le téléphone fonctionnait parce que je finançais le forfait. Chaque euro supplémentaire que Carole m'arrachait, chaque urgence, chaque appel tremblant sur le cœur de ton père, tout était allé à Émilie à Reno pendant 3 ans. Il savait où elle était. Il l'avait toujours su. Le texto « Ne me cherche pas », le chagrin, la porte de la chambre verrouillée, c'était du théâtre. La performance de Carole pour un public d'une seule personne. Moi, la fille fiable, la réparatrice, celle qui continuerait à écrire des chèques si elle croyait que son père était en train de mourir et que sa sœur avait disparu. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas, les clés tombant dans le bol en céramique sur la table du hall, les palans de Roger, puis la voix de Carole appelant dans l'escalier, « Mira, c'est ta voiture dehors ?» J'ai regardé le dossier sur mes genoux. La note « Ne dis pas à Mira » me fixait. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche. J'avais pris des photos de chaque page. Puis je me suis levé, j'ai fermé le placard et je suis sorti de la chambre. Carole était au bas des escaliers quand je suis descendu. Elle m'a regardé, puis a regardé derrière moi dans le couloir, vers la porte que j'avais laissée légèrement entr'ouverte, et son visage a traversé quelque chose. Pas de la panique. De la reconnaissance. L'expression d'une femme qui attendait ce moment et qui avait déjà répété comment le traverser. « Tu es entré dans la chambre d'Émilie » a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Oui. Elle a serré les lèvres, lissé ses mains sur son pantalon et s'est assise sur la dernière marche comme si elle s'installait pour une conversation qu'elle planifiait depuis des années. Alors tu as vu, a-t-elle dit. Tu as vu les choses que j'ai collectées pour elle. Ce ne sont pas pour elle, maman. Elles sont à la taille de Lily. Elles sont à la taille de la fille d'Émilie. Cela m'a arrêté net. Émilie n'a pas de fille. Carole m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas coupable, pas défensive, mais certaine.
Convaincu. La façon dont quelqu'un regarde quand il a vécu si longtemps dans une illusion qu'elle est devenue porteuse de structure. Lily pourrait être notre seconde chance, a-t-elle dit. Les mots ont frappé le couloir comme une gifle. Elle a continué, Émilie a fait des erreurs. Je le sais. Mais elle est toujours ma fille. Elle reviendra. Et quand elle le fera, elle aura besoin de voir que nous avons gardé sa place, que nous n'avons pas oublié. Lily a le bon âge, le bon elle a les yeux d'Émilie, Mira. Tu l'as toujours su. Je l'ai fixé. Ma mère ne demandait pas le pardon. Elle me demandait de comprendre qu'elle avait lentement, méticuleusement, remplacé ma fille par le fantôme de ma sœur. Et elle pensait que c'était de l'amour. Roger se tenait dans l'embrasure de la porte du salon. Il ne parlait pas. Ses yeux étaient rouges et il agrippait le cadre de la porte comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Il savait. Il avait toujours su. J'ai pris mon sac, je suis passé devant eux deux et j'ai roulé jusqu'à chez moi sans dire un mot de plus. Je n'ai pas pleuré dans la voiture. J'en avais envie. Il y avait une pression derrière mes côtes qui ressemblait à un poing essayant de s'ouvrir. Mais j'ai gardé les deux mains sur le volant, j'ai roulé à la limite de vitesse et j'ai respiré par le nez comme je le fais pendant la saison des impôts quand les livres d'un client sont si emmêlés que je ne trouve pas le fil de départ. Au moment où je me suis garé dans mon allée, le poing s'était desserré. Ce qui l'a remplacé était plus froid, plus clair. Je suis resté dans le garage avec le moteur éteint et j'ai ouvert mon téléphone. Photo de chaque reçu. Photo de la note. Photo des boîtes, 4 robes monogrammées, 3 cardigans, le bracelet, un dossier plein de virements vers Renault. Je n'avais pas de discours. Je n'avais pas de plan. Pas encore. Mais j'avais les chiffres. Et les chiffres ne mentent pas. Ils ne vous gaslightent pas. Ils ne vous appellent pas 6 fois avant le petit déjeuner pour vous dire que vous lisez trop de choses dans tout ça. Daniel couchait Lily quand je suis entré. J'ai attendu que sa porte se ferme. Puis je l'ai fait asseoir à la table de la cuisine et je lui ai tout expliqué. Tout, les boîtes, les reçus, Émilie à Renault, le délire de Carole sur Lily. 38 000 €. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il s'est frotté le visage avec les deux mains et a dit une seule chose, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je fais pour gagner ma vie, lui ai-je répondu. Constituer un dossier, détailler chaque ligne et ensuite leur montrer, à tous, exactement où est allé l'argent. À tous? Tout le monde? Carole voulait que je sois la seule à ne pas savoir, donc maintenant tout le monde va savoir. Il a hoché la tête. D'accord. Il a marqué une pause. Tu es sûr que ça va? Non, ai-je dit. Mais je suis précise. Ça devra suffire pour l'instant. J'ai passé les 4 jours suivants en mode comptable. Chaque soir après que Lily soit couchée, je m'asseyais à la table de la cuisine avec un bloc-notes et mon ordinateur, et je constituais le dossier. Pas un journal intime, pas une liste de griefs, une véritable réconciliation, du genre que je soumettrais à un client si son directeur financier avait détourné des fonds. J'ai commencé par mes relevés bancaires, 3 ans de virements sortants, confirmation de paiement et historique de paiements automatiques. J'ai tout imprimé avec des surlignages. Puis j'ai sorti les demandes d'assurance du plan complémentaire que je payais pour Roger. Chaque rendez-vous, chaque ticket modérateur, chaque explication des prestations, je les ai croisés avec les demandes de Carole. Le schéma était chirurgical. Chaque fois que Carole appelait avec une nouvelle dépense, un test d'effort, un changement de médicament, une visite aux urgences, le coût réel était une fraction de ce qu'elle me citait. L'excédent allait à Renault. J'ai tracé les paiements d'hypothèque, à jour chaque mois, couverts par mon paiement automatique. Les taxes foncières payées, également par moi indirectement. Le forfait téléphone actif. Mon compte. Puis j'ai creusé plus profond et j'ai trouvé quelque chose que j'avais oublié, un prêt personnel co-signé il y a 3 ans. Carole m'avait demandé de co-signer quand Émilie avait d'abord disparu, en disant qu'ils avaient besoin d'un pont jusqu'à ce que les papiers de handicap de Roger soient traités. Le handicap avait été approuvé en quelques semaines. Le prêt était toujours ouvert. Solde, 6 200 €. Mon nom y figurait, mon crédit, ma responsabilité. Je l'ai ajouté au dossier. Jeudi soir, j'avais un document de 23 pages, avec onglets, codé par couleur. Chaque réclamation faite par Carole sur 3 ans confrontée au registre vérifiable, avec l'écart noté en rouge.
41 000 € de sortie totale. 38 000 confirmés redirigés vers Émilie. Les 3 000 restants non justifiés, probablement en espèces. Probablement non traçables. J'ai fermé le dossier et j'ai étiqueté l'onglet « Réconciliation familiale Brandt ». Daniel l'a regardé depuis l'autre côté de la table. C'est la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Vendredi matin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, indicatif 775. Renaud. J'ai failli ne pas répondre. Puis je l'ai fait parce que j'en avais fini de ne pas savoir les choses. Mira, c'est Émilie. Sa voix était plus légère que dans mon souvenir. Plus chaleureuse même, comme si elle appelait pour prendre des nouvelles autour d'un café, et non pour sortir de 3 ans de silence. Hey, écoute. Je sais que ça fait longtemps, mais maman a dit que les choses étaient serrées en ce moment. Et je me demandais si je pouvais quoi, Émilie? Juste aider un peu, comme tu le fais toujours. La famille est de la famille, non? J'ai éloigné le téléphone de mon visage et je l'ai fixé. Comme on fixe un appareil qui vient de prendre feu. Puis je l'ai ramené. Tu es à Renaud? Une pause. Une longue. Maman te l'a dit. Personne ne m'a rien dit. Je suis comptable. Où crois-tu que j'ai appris à lire une piste financière? Une autre pause, puis plus doucement, écoute, je sais comment ça paraît. Vraiment? Parce que de là où je suis, ça paraît comme si tu avais saigné nos parents, que tu avais disparu, puis que tu les avais laissés me canaliser mon argent pendant 3 ans pendant qu'ils me disaient que c'était pour le cœur de papa. Ce n'est pas c'est plus compliqué que ça? La robe était mignonne, au fait. Silence de mort. Elle savait pour la robe. Bien sûr qu'elle savait. Elle l'avait probablement choisie elle-même. Je ne voulais pas que quoi? Que ma fille trouve le nom d'une autre personne brodé sur son cadeau d'anniversaire? Émilie a expiré longuement et de façon tremblante. Et pendant une demi-seconde, j'ai entendu quelque chose qui aurait pu être de la honte. Puis cela est passé. Je traverse une période difficile, Mira. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu as raison, ai-je dit. Je ne sais pas. J'ai raccroché. Puis j'ai ajouté au dossier, Émilie contact confirmé, au courant pour la robe. Je sais que beaucoup d'entre vous crient devant votre écran en ce moment. Couplez déjà. Je vous entends. Mais j'avais besoin que ce soit étanche d'abord. Si vous avez déjà dû rester calme pendant que tout en vous brûlait, appuyez sur « J'aime » et restez avec moi. Cet après-midi-là, j'ai appelé Carole, non pas pour discuter, non pas pour pleurer, mais pour présenter les conclusions. Maman, j'ai examiné les finances. Mira, ne commence pas. Au cours des 36 derniers mois, je vous ai envoyé, à papa et toi, un total de 41 000 € en plus de l'hypothèque et de l'assurance automatique. 38 000 de cela ont été transférés à Émilie à Renaud. Elle s'est tue. J'entendais la télévision en arrière-plan. Une émission judiciaire de jour, un juge frappant son marteau. Tu n'avais pas le droit de fouiller dans mes affaires. Tu n'avais pas le droit de prendre mon argent et de mentir sur sa destination. Ce n'était pas mentir. C'était nous te protégions. Tu n'aurais jamais compris. Émilie a besoin, Émilie a 37 ans. C'est toujours ma fille et je ne suis pas cela a atterri différemment de ce que j'attendais. Pas comme une arme, mais comme un fait que je portais depuis 30 ans sans jamais le dire à voix haute. Carole s'est reprise rapidement. Elle le faisait toujours. Si tu fais de ça quelque chose, Mira, tu seras celle qui déchire la famille. Tout le monde saura ce que tu as fait. Ce que j'ai fait? Abandonner ses propres parents, son père malade. Pour de l'argent, pour des mensonges. Maman, n'ose pas. Je te vois dimanche. J'ai raccroché. Elle venait de me dire sa stratégie. Elle allait présenter cela comme moi qui les abandonnais. Elle allait rallier la famille. Elle allait transformer la table en tribunal avec moi sur le banc des accusés. Très bien. J'avais 23 pages qui disaient le contraire. Qu'elle installe la scène. J'apporterai le script. Samedi matin, la veille du dîner, ma mère a commis une erreur. Elle a appelé pour demander si j'amenais Lily dimanche. J'ai dit non. Carole a dit très bien, mais ensuite et je ne sais pas si elle a oublié la robe, oublié les boîtes, oublié tout ce que nous nous étions dit au téléphone. Elle a ajouté, j'ai acheté le plus mignon des petits pulls pour Émilie.
Tu pourrais apporter ces mesures? Elle parlait de Lily. Elle parlait de ma fille. Elle venait simplement d'utiliser le mauvais nom. Ou le nom qu'elle avait décidé être le bon. Maman, tu viens de appeler ma fille Émilie? Silence. Puis, tu sais ce que je voulais dire. Dis son nom. Quoi? Dis le nom de ma fille. Maman. Une pause. 2. Lily. Non, tu ne l'as pas dit. J'ai raccroché pour la dernière fois. 2 heures plus tard, Daniel est rentré d'un chantier pour me trouver assise par terre dans la chambre de Lily, en train de la regarder trier sa collection de pierres. Elle a levé les yeux vers moi avec ses yeux marrons, ses yeux, pas ceux d'Émilie, pas ceux de personne d'autre, et a dit, « Maman, qui est Émilie? Mamie n'arrête pas de m'appeler comme ça et je ne sais pas qui c'est. » Je l'ai prise sur mes genoux. Elle devenait trop grande pour ça, tout en coude et en genoux, mais elle s'est blottie quand même. « Émilie est ta tante, ai-je dit. Elle vit loin. Elle a son propre nom, et toi tu as le tien. » Tant mieux, a dit Lily. J'aime mon nom. J'aime ton nom aussi, ma chérie. Je l'ai embrassée sur le haut de la tête et j'ai pris une décision qui se construisait depuis des semaines, mais qui s'est cristallisée à ce moment-là. Je n'allais pas seulement montrer les reçus à mes parents demain. J'allais m'assurer que tout le monde à cette table comprenne que Lily est Lily, et que personne n'allait l'écrire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Pas tant que je respirerais. Cet après-midi-là, pendant que Lily faisait la sieste et que Daniel était parti faire les courses, je me suis assise à mon ordinateur et j'ai commencé à débrancher les choses. D'abord le paiement automatique de l'hypothèque. Je me suis connecté au portail du prêteur et j'ai annulé le virement récurrent avec effet immédiat. Email de confirmation reçu. Puis l'assurance complémentaire. J'ai appelé l'assureur, demandé à retirer un ayant droit mon père du plan que je payais. Le représentant m'a guidé dans le formulaire. Cela prendrait effet à la fin du cycle de facturation, dans 30 jours. Je l'ai rempli et soumis. Le forfait téléphone ensuite. J'ai appelé l'opérateur, retiré les 2 lignes de mes parents du forfait familial et absorbé la petite pénalité pour changement en milieu de cycle. Leur téléphone resterait actif jusqu'à la fin de la période de facturation, puis s'éteindrait. Enfin, le prêt cosigné. J'ai appelé le prêteur et demandé comment me retirer en tant que cosignataire. Ils ont dit que je ne pouvais pas sans refinancement ou remboursement complet. Je l'ai noté dans le dossier et l'ai signalé pour suivi. Je m'en occuperai après dimanche. Chaque annulation était documentée. Date, numéro de confirmation, capture d'écran des pages du portail. Je ne faisais pas cela par dépit. Je le faisais comme je le conseillerais à n'importe quel client qui découvre qu'un ayant droit financier détourne des fonds. Réduire l'exposition. Documenter l'action et se préparer à la conversation. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une réconciliation de mes comptes, de mes limites, du grand livre que j'avais tenu mal pendant 30 ans. Daniel est rentré et a posé les sacs sur le comptoir. Il a vu les emails de confirmation encore ouverts sur mon écran. Combien on leur envoyait au total? Un peu plus de 1 700 € par mois, plus les extras. Il s'est appuyé contre le comptoir et a expiré. C'est presque la moitié d'un paiement de voiture. C'est exactement la moitié d'un paiement de voiture, ai-je dit. Il m'a regardé. Bien. Carole avait appelé le dîner familial un « rassemblement ». Elle l'avait présenté aux proches comme un repas dominical longtemps attendu. Rien de dramatique, juste la famille qui se retrouve. Mais je connaissais la chorégraphie. Je l'avais vu jouer cette pièce auparavant. Une fois quand Émilie avait abandonné l'école d'esthétique et que Carole avait besoin de réécrire le récit avant qu'Aune Diane ne l'entende de quelqu'un d'autre. La distribution serait familière. Grand-mère Ruth, qui vivait à proximité et ne manquait jamais un repas. Tante Diane, la sœur cadette de Carole, qui admirait Carole et faisait confiance à sa version de tout. Oncle Pet, le mari de Diane, qui mangeait surtout en silence et était d'accord avec celui qui parlait le plus fort. Quelques cousins, peut-être, pour remplir les sièges et fournir la pression ambiante d'un public. Carole voulait des chiffres. Elle voulait que je sois en minorité, entouré de personnes qui avaient déjà entendu sa version. Mira s'éloigne. Mira a arrêté d'aider. Mira brise le cœur de son père malade à cause d'un malentendu sur une robe. Elle comptait sur moi pour plier, pour rester silencieuse pendant que la table se retournait contre moi, comme j'étais restée silencieuse toute mon enfance pendant qu'Émilie avait les projecteurs et que j'avais la responsabilité.
Elle ne savait pas que j'allais changer les mathématiques. J'ai repassé la robe rose, celle avec Émilie sur le col, je l'ai pliée dans un sac en toile avec le dossier de 23 pages. J'ai fermé la fermeture éclair du sac et je l'ai posé près de la porte d'entrée. Daniel a proposé de venir. J'ai secoué la tête. Reste avec Lily. J'ai besoin que tu sois là quand je rentrerai. Tu y vas seul? J'y vais préparer. Il m'a tendu mes clés de voiture et m'a embrassé sur le front. Donne-leur l'enfer. Je vais leur donner un tableur, lui ai-je dit. C'est pire. Elle voulait un public. J'avais justement besoin de témoins. Je suis arrivé à la maison de mes parents à 18h06. L'allée était pleine. La Subaru de Diane, le camion de Pete, la Lincoln Town Car de grand-mère Ruth qu'elle conduisait encore à 86 ans malgré les objections de tout le monde. À travers la fenêtre de devant, je pouvais les voir rassemblés dans la salle à manger. La belle porcelaine était sortie. Carole avait même allumé les bougies. Je suis entré avec le sac en toile sur l'épaule. Carole m'a accueilli à la porte avec une étreinte si serrée qu'elle ressemblait à un garrot. « Je suis tellement contente que tu sois venue, ma chérie », a-t-elle murmuré assez fort pour que toute la pièce entende. Nous étions tous si inquiets pour toi. Elle m'a conduite à la table. Grand-mère Ruth était assise au bout, sa serviette déjà sur ses genoux, ses yeux vifs derrière ses bifocaux. Diane était assise en face d'elle à côté de Pete, qui beurrait un petit pain. Deux cousins que je n'avais pas vus depuis Noël, Tyler et Beth, remplissaient les sièges du bout, l'air vaguement mal à l'aise comme des gens qui ont été convoqués à un dîner qui est clairement à propos de quelque chose. Roger était assis en bout de table. Il avait l'air plus vieux que la semaine précédente. Ses mains reposaient à plat de chaque côté de son assiette et il ne m'a pas regardé quand je me suis assise. Carole a servi le rôti. Elle a passé les haricots verts. Elle a complimenté le chemisier de Ruth et demandé à Diane des nouvelles de son jardin. C'était une maîtrise dans l'établissement de la normalité avant de lâcher le marteau. J'ai mangé. J'ai attendu. J'ai gardé le sac en toile par terre à côté de ma chaise. Au moment où les assiettes étaient débarrassées et que Carole a apporté une tarte aux pêches qu'elle avait probablement cuite ce matin pour exactement cette performance, elle était prête. Elle a posé la tarte, a joint les mains et s'est tournée vers la table. J'ai demandé à tout le monde d'être ici parce que j'ai besoin de votre aide. Carole a regardé autour de la table comme un metteur en scène qui vérifie les lignes de vue, confirmant que tout le monde était en place. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, a-t-elle commencé, sa voix se brisant juste assez pour vendre la chose. Mira a décidé d'arrêter de nous aider financièrement. Votre père, Roger, a 67 ans avec un problème cardiaque, et Mira a coupé le soutien dont nous dépendons. Elle a laissé cela faire son effet. La fourchette de Diane s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Ruth n'a rien dit. Tyler s'est agité sur sa chaise. Carole a continué, en appuyant ses paumes à plat sur la table. Un geste que je reconnaissais de l'enfance. Celui qu'elle utilisait quand elle voulait paraître ancrée et raisonnable. Je ne demande à personne de prendre parti. Je vous demande, en tant que famille, d'aider Mira à comprendre qu'abandonner ses parents, son père malade, n'est pas quelque chose qu'on fait à cause d'un désaccord sur une robe d'enfant. Elle m'a regardé avec une expression calibrée pour projeter de la douleur, pas de l'hostilité. J'avais vu cette expression 1000 fois. C'était le visage qu'elle faisait quand elle voulait que vous vous sentiez désolé pour elle sans remarquer qu'elle venait de vous accuser de quelque chose. Diane s'est tournée vers moi. Sa voix était prudente. La voix de quelqu'un qui avait été briefé, mais pas entièrement convaincu. Mira, est-ce vrai? Tu as arrêté d'aider pour les factures médicales de Roger? J'ai arrêté tout soutien financier. Oui. Mais son cœur Carole a dit. Le spécialiste Diane, j'y viendrai. Roger fixait son assiette. Ses mains n'avaient pas bougé. C'était un homme assis au milieu d'une conversation qu'il savait venir et qu'il n'avait rien fait pour empêcher. Non pas parce qu'il était impuissant, mais parce que l'impuissance était plus facile que l'honnêteté. Carole n'avait pas fini. Je veux juste que nous soyons une famille à nouveau. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Après tout ce que nous avons traversé avec Émilie, parlons d'Émilie. J'ai dit. J'ai tendu la main et j'ai ouvert la fermeture du sac en toile. La pièce est devenue silencieuse. Pas le silence poli d'une pause, mais le silence sans air d'une table qui sait que quelque chose est sur le point d'atterrir. J'ai posé d'abord le dossier sur la table.
23 pages avec onglet, codé par couleur, l'étiquette face à Carole, réconciliation familiale Brandt. Puis j'ai sorti la robe. Coton rose, col Claudine, bouton de nacre. Je l'ai déplié lentement et je l'ai étalé à plat sur la table à côté de la tarte, le col vers le haut pour que tout le monde puisse voir la broderie. Fil blanc, cursive soignée, Émilie. Ruth s'est penchée en avant, ajustant ses bifocaux. Les lèvres de Diane se sont entr'ouvertes. Pete a posé sa serviette. Tyler et Beth ont regardé. Voici la robe que mes parents ont envoyée à ma fille pour son 8e anniversaire, ai-je dit. Ma voix était basse et égale. Je ne me suis pas pressé. Le nom dessus n'est pas celui de ma fille. Le nom de ma fille est Lily. J'ai ouvert le dossier et l'ai tourné vers la table. Voici un relevé financier sur 3 ans. Chaque mois, j'ai envoyé de l'argent à mes parents pour le cœur de papa, pour la maison, pour les urgences. Maman le décrivait au téléphone. Au cours des 36 derniers mois, ce total dépassait 41 000 €. J'ai tapoté la colonne rouge. 38 000 de cela ont été transférés à Emily à Reno, Nevada, où elle vit depuis 3 ans. La main de Diane est allée à sa bouche. Ruth a fermé les yeux. Maman et papa savaient où était Emily tout le temps. Ils ont utilisé l'argent que je leur envoyais, l'argent que je croyais servir à garder papa en vie et l'ont redirigé. Chaque faux ticket modérateur, chaque fantôme de chauffe-eau, chaque appel, on a du mal, tout est allé à Emily. Et ils ont acheté des vêtements d'enfant brodés au nom d'Emily dans la taille de ma fille, en gardant un placard plein dans l'ancienne chambre d'Emily. J'ai regardé ma mère. Elle agrippait le bord de la table, les jointures blanches. Ma fille a un nom. Il n'est pas Emily. Carole s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol et a heurté le mur derrière elle. Tu n'avais pas le droit, a-t-elle crié. Tu es entré dans ma maison. Tu es entré dans la chambre d'Emily. Tu n'avais pas le droit de toucher à ses affaires. Ses affaires? A dit Diane en fixant la robe sur la table. Carole, ce sont des vêtements d'enfant. Pour qui? Pour Emily? Pour quand elle reviendra. La voix de Carole s'est cassée et est montée. La femme contrôlée et répétée d'il y a 5 minutes avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de brut. Pas de remords, pas de culpabilité, mais de la fureur d'être exposée. Vous ne comprenez pas ce que c'est, a-t-elle dit en se tournant vers la table, cherchant une alliée. C'est mon bébé. Elle a toujours été mon bébé. Je gardais sa place. Je m'assurais qu'elle aurait quelque chose à retrouver. Avec mon argent, ai-je dit. Tu as toujours été jalouse. Elle s'est retournée vers moi, des larmes coulant, le doigt pointé. Depuis que tu avais 5 ans, tu ne supportais pas qu'Emily soit spéciale, qu'elle soit à moi d'une façon que tu n'as jamais. Elle s'est arrêtée elle-même, mais la phrase était déjà dans la pièce. Ruth a posé ses mains à plat sur la table. Sa voix était fine et dure, comme un fil tendu. Assieds-toi, Carole. Carole s'est assise, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que Ruth avait 86 ans et était toujours la seule personne dans la famille qui pouvait faire obéir Carole Brandt à une phrase de 2 mots. Puis Roger a parlé. Les premiers mots qu'il avait prononcés de toute la soirée. Sa voix était basse, cassée, épuisée. Je savais, a-t-il dit. Il ne regardait personne. Il regardait le plat de tarte comme s'il contenait les 30 dernières années de son mariage. Je savais qu'elle envoyait l'argent. Je savais pour les vêtements. Je l'ai laissé faire parce que j'étais trop fatigué pour me battre. Il a marqué une pause. Je suis désolé, Mira. J'ai attendu la suite. Il n'y en avait pas. Ruth à parler ensuite. Elle m'a regardé de l'autre côté de la table, au-delà de la robe, au-delà du dossier, au-delà de sa propre fille qui pleurait dans une serviette de table, et a dit, j'ai toujours su qu'il s'appuyait trop sur toi. Je l'ai dit à ta mère quand tu avais 12 ans. Je le lui ai redit quand Emily est partie. Elle s'est tournée vers Carole. Je te l'ai dit et tu m'as dit que j'étais dramatique. Diane fixait les reçus. Elle avait tiré une page vers elle et lisait les dates, les montants, les destinations. Elle a levé les yeux vers Carole avec une expression que je reconnaissais, le regard de quelqu'un dont la version de la réalité vient de s'effondrer. Tu m'as dit que Mira était égoïste, a dit Diane doucement. Tu m'as appelé 3 fois cette semaine et tu m'as dit qu'elle vous abandonnait à cause d'une robe. C'est plus compliqué que ces 41 000 €, Carole, et un placard plein de vêtements avec le mauvais nom d'enfant dessus.
Ce n'est pas compliqué. Je ne sais même pas ce que c'est. Beth n'a rien dit. Tyler a regardé son assiette. Beth avait son téléphone sous la table. Personne ne mangeait la tarte. La pièce avait basculé de la façon dont les pièces basculent quand une histoire est réécrite devant les gens qui croyaient à l'original. Pas avec des cris, pas avec un verdict, juste avec la lente et lourde reconnaissance que la personne qui faisait le récit était celle qui mentait. Je n'avais pas besoin qu'ils prennent parti. Je n'avais besoin de personne pour dire que j'avais raison. J'avais juste besoin qu'ils voient ce qui se passait derrière la porte fermée au bout du couloir et qu'ils décident par eux-mêmes. Je n'ai pas eu besoin qu'ils prennent parti. Je n'ai pas eu besoin que quelqu'un dise que j'avais raison. J'avais juste besoin qu'ils voient ce qui se passait derrière la porte fermée au bout du couloir et qu'ils décident par eux-mêmes. Je me suis levé. La chaise n'a pas raclé. Je l'ai repoussée lentement, comme on ferme un livre quand on a atteint la dernière page. Je ne vais pas crier, ai-je dit. Je ne vais pas menacer ni exiger. Je vais vous dire ce qui est déjà fait. J'ai regardé Carole, puis Roger. J'ai annulé le paiement automatique de l'hypothèque. J'ai retiré papa du plan d'assurance complémentaire que je finançais. J'ai supprimé vos lignes téléphoniques de mon compte. J'ai signalé le prêt co-signé pour résolution. Carole a émis un son, moitié soupir, moitié gémissement. Roger a fermé les yeux. Je ne vous déteste pas, ai-je continué. Je ne déteste pas Émilie. Vous pouvez lui envoyer chaque euro que vous gagnez. C'est votre choix. Mais vous n'utiliserez pas mon argent pour le financer. Et vous n'utiliserez pas ma fille pour remplacer l'enfant que vous avez perdu. J'ai pris le dossier. J'ai laissé la robe sur la table. Qu'il la regarde. Qu'il lise le nom. Aimez Émilie autant que vous voulez, ai-je dit depuis l'embrasure de la porte. Vous ne la reconstruirez pas à partir de mon enfant. Ruth a hoché la tête une fois. Diane a essuyé ses yeux. Beth a fixé la nappe. Carole n'a rien dit. Pour la première fois de ma vie, ma mère n'avait rien à dire. Je suis allé à ma voiture, j'ai posé le dossier sur le siège passager et j'ai roulé jusqu'à chez moi sous un ciel qui commençait à s'assombrir. Mes mains étaient fermes. Ma respiration était régulière. J'ai allumé la radio et laissé une chanson que je ne connaissais pas remplir le silence. C'était le trajet le plus silencieux de ma vie, et je ne pense pas avoir jamais été plus éveillé. Les appels ont commencé cette nuit-là. Carole, Roger, Carole encore depuis le téléphone de Roger. Puis Diane demandant doucement si j'allais bien. Puis Carole depuis un numéro que je ne reconnaissais pas. La ligne fixe que j'avais oublié qu'ils avaient encore. J'ai laissé tout le monde aller sur messagerie. Les messages suivaient un schéma qui aurait été drôle s'il ne s'était pas agi de ma famille. D'abord suppliant, puis culpabilisant, puis en colère, puis suppliant à nouveau. Carole a laissé un message à minuit qui disait « Tu ne peux pas simplement t'éloigner de tes parents, Mira. » La Bible dit « Je l'ai supprimé avant qu'elle finisse le verset. » Au cours des 2 semaines suivantes, les retombées sont arrivées par morceaux, comme cela arrive quand on retire le sol sous une maison qui pensait tenir debout toute seule. Le prêteur hypothécaire a envoyé un avis. Sans mon paiement automatique, le premier versement était en retard. Carole a appelé Diane dans une panique et Diane, qui avait maintenant 23 pages de contexte, lui a dit d'appeler un conseiller financier. L'assurance complémentaire de Roger a expiré à la fin du cycle de facturation. Il était toujours couvert par Medicare, toujours avec accès à son cardiologue, mais le plan premium avec les tickets modérateurs plus bas avait disparu. Il devrait utiliser le régime public comme tout le monde. Leurs lignes téléphoniques sont devenues silencieuses. Carole s'est présentée dans un magasin Verizon et a ouvert un forfait prépayé avec un numéro que personne ne reconnaissait. Et Émilie. Émilie s'est tue. Les virements ont cessé parce qu'il n'y avait plus rien à transférer. 3 semaines de silence depuis Reno. Pas d'appel, pas de texto, pas de « la famille est de la famille ». Quand l'argent s'est tari, l'amour aussi. Cela m'a tout dit sur ce que le mot famille signifiait pour ma sœur. Les proches connaissaient la vérité maintenant. Carole ne pouvait plus contrôler le récit. Pas avec Diane qui portait une photocopie des reçus et Ruth qui disait à quiconque voulait l'entendre qu'elle avait averti sa fille pendant des années. 1 mois plus tard, la maison était plus silencieuse qu'elle ne l'avait jamais été. Et je veux dire cela dans le meilleur sens. Lily a commencé le CP. Elle a porté une nouvelle robe le premier jour, coton jaune, boutons blancs,
son nom brodé sur le col intérieur en fil bleu. Lily. Je l'avais commandée moi-même. Elle a passé son doigt sur la broderie avant de la mettre et m'a souri comme si c'était la meilleure chose qu'elle ait jamais possédée. Ça dit mon nom, a-t-elle dit. Oui. Daniel et moi avons recalculé notre budget ce premier week-end sans les 1700 € par mois qui allaient à mes parents. Nous n'avons pas célébré. Ce n'était pas une aubaine. C'était de l'argent qui avait toujours été à nous. Nous en avons mis la moitié dans le fonds d'études de Lily et l'autre moitié pour la voiture dont le camion de Daniel commençait à se plaindre. Les samedis matins étaient différents maintenant. Plus de téléphone qui sonnait à 7 heures. Plus de messages vocaux de Carole à propos d'un plombier ou d'un ticket modérateur ou d'une crise qui avait besoin de ma carte de crédit. Plus de culpabilité assise dans ma poitrine comme un deuxième petit déjeuner. Je suis passé devant la maison de mes parents une fois par accident, en prenant un mauvais virage en revenant du supermarché. Les rideaux étaient tirés. Le camion de Roger était dans l'allée. La grenouille en céramique était toujours près de la porte latérale. Je ne me suis pas arrêté. La porte au bout de leur couloir. Je ne sais pas si elle est ouverte ou fermée maintenant. Ce n'est plus à moi de me poser la question. Certaines portes, on passe devant toute sa vie, et un jour on se rend compte que la chose la plus courageuse qu'on puisse faire est d'arrêter d'essayer de les ouvrir. Les couper n'a pas fait de moi la méchante dans l'histoire de ma famille. Cela a fait de moi l'auteur de l'histoire de ma fille. C'est mon histoire. Une robe rose, un mauvais nom et un dossier plein de reçus. Si cela vous a rappelé de suivre l'argent, faites-le aujourd'hui. Partagez cela avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Merci d'être là. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et à bientôt.